Merci beaucoup Marc. Mais j'ai envie de dire en fait, non pas bonjour, mais merci à tous, parce que je suis très, très émue et très honorée de vous présenter les résultats de CoviQuest. Car comme à l'instar de mes collègues, c'est votre travail en fait que je présente là, car c'est grâce à vous que ce travail a pu naître. Et c'était certes une aventure de recherche, mais aussi une aventure humaine. Donc voilà, je suis très contente de vous présenter ces résultats aujourd'hui, ces premiers résultats, qui donc étaient, comme CoviQuest, pour rappel, l'objectif était donc de voir si un appel téléphonique donc d'une équipe médecins généralistes et étudiants donc en médecine en stage pendant la période du premier confinement de l'épidémie, s'il impactait donc sur le taux d'hospitalisation des patients atteints de maladies chroniques. Et donc, comme tout le monde, on a été un petit peu figé par justement cette épidémie avec le premier confinement qui a démarré le 17 mars 2020 et qui a entraîné une diminution très forte des consultations en médecine générale et forcément donc une inquiétude vis-à-vis de cette baisse de consultations, à savoir où étaient nos patients et en particulier les plus fragiles. Et le 23 mars, des déplacements pour soins urgents étaient autorisés, mais malgré cela, on voyait bien que les consultations peinaient à revenir, et comme le précisait Jean-Pascal, en effet souvent dû à une peur de déranger et une peur d'attraper la Covid-19. Et c'est donc suite à ce constat-là, avec des discussions entre collègues, des discussions avec également des membres de mon équipe de recherche, en particulier Bruno Giraudot, qui donc a... En discutant avec lui un jour, on s'est dit mais en fait, il faut qu'on prenne des nouvelles de ces patients-là. C'est vrai qu'on n'a pas l'habitude forcément d'être très proactif dans le fait d'aller déclencher des consultations, mais là, il faut le faire. Et quel est le meilleur moyen de le faire que dans le cadre d'une recherche où, dans ces cas-là, on peut à la fois faire du soin et à la fois évaluer cette nouvelle pratique de manière efficace. Et donc, c'est pareil, comme Jean-Pascal vous l'a décrit, ça a été une course contre la montre. De toute façon, j'ai l'impression que tous ces projets ont été une course contre la montre à ce moment-là. Et le 2 avril, c'était l'idée. Le 6 avril, on déposait une lettre d'intention pour le financement de ce projet, qui en fait a été finalement pas financé donc par les appels à projets PHRC, mais qui a été soutenu financièrement par le CHRU de Tours, sur leur fonds privé. Et donc il nous a fallu donc 2 semaines pondre le protocole très rapidement, car on a eu, en plus de cela, le 8 avril 2020, ça y est, l'idée qu'on avait eue passait officiellement justement comme une recommandation gouvernementale. Et donc il fallait vraiment se dépêcher. Donc on a beaucoup attendu là pendant les 11 jours les autorisations pour pouvoir démarrer. Et sachant que pendant ce temps-là, entre le 18 et le 29 avril, on vous recrutait, et vous avez été extrêmement prompte à répondre à l'appel, à constituer vos listes de patients, à vous préparer à démarrer, et enfin à être prêt pour le 30 avril, au moment où on a eu le feu vert pour démarrer CoviQuest. Et le timing était encore serré, puisque le 11 mai, le déconfinement avait lieu, et notre intervention se déroulait sur 1 mois. Donc pour rappel, les objectifs, c'était donc d'évaluer l'impact de ce contact téléphonique, de ce travail en équipe, car même si nous étions un tout petit peu désœuvrés au tout début du confinement du fait de cette baisse de consultation, le travail revenait vite, et pour pouvoir appeler tous ces patients fragiles-là, qui en moyenne, ça représentait une centaine de patients cardiovasculaires et une cinquantaine de patients atteints de maladies santé mentale par médecin généraliste. Et tout seul, c'était un peu compliqué. Donc, ils nous ont beaucoup aidés, les étudiants, dans cette enquête-là. Et nous avons eu beaucoup de retours également on va dire de plaisir à avoir pu participer à ce travail en équipe avec leurs médecins généralistes. Et donc, l'impact de ce contact téléphonique-là auprès donc de patients atteints de maladies cardiovasculaires, donc il y avait 5 ALD au total, et de maladies chroniques mentales pendant la période de confinement.
Et le critère de jugement principal, c'était les hospitalisations à 1 mois. Ça, il y avait eu beaucoup de discussions pour le choisir, quel était le plus pertinent. Et les critères de jugement secondaires avec la mortalité à 1 mois et la morbimortalité à 6 mois. Donc en pratique, vous aviez dû donc réaliser 2 listes de patients, une liste de patients atteints de maladies cardiovasculaires et la liste de patients atteints de problèmes de santé mentale. Et l'originalité du design du protocole de cette étude, c'était justement de randomiser l'ordre d'appel de ces patients, puisque le 8 avril, en fait, vu que c'était une recommandation maintenant d'appeler les patients fragiles, nous ne pouvons plus avoir un groupe témoin qui était l'usage classique, c'est-à-dire d'attendre l'appel des patients. Il fallait que tous les patients bénéficient de cette intervention-là, et la possibilité de le faire tout en conservant le cadre de laisser randomiser pour évaluer cette intervention, c'était de randomiser l'ordre d'appel. Et donc, soit le binôme commençait à appeler ces patients cardiovasculaires, soit il appelait ces patients atteints de maladies mentales. L'intervention consistait en 3 questions qui ont été standardisées et qui étaient globalement posées par l'étudiant en médecine, à savoir s'enquérir du niveau de santé ressenti du patient. Ensuite, s'il aurait pris rendez-vous en l'absence justement de confinement, et enfin s'il souhaitait un rendez-vous suite à cet appel avec son médecin généraliste. Et 1 mois après, nous recueillions justement le critère de jugement principal, à savoir les hospitalisations à 1 mois par un appel téléphonique. Ce qui fait donc que tous les patients bénéficiaient de l'intervention. Donc voici le protocole avec en effet donc la randomisation des médecins généralistes soit en groupe A où les patients donc atteints de maladies cardiovasculaires étaient appelés en premier, ou en groupe B où là c'était les patients atteints de maladies, d'un problème de santé mentale qui étaient appelés en premier. Et après, 1 mois après, les 2 listes étaient appelées pour recueillir le critère de jugement principal et également administrer l'intervention aux patients du groupe témoin. Et à 6 mois, était prévu d'ailleurs le recueil donc des données de santé auprès du système national des données de santé, histoire d'avoir donc l'ensemble des critères de jugement principaux et secondaires. Ce recueil de données-là, 6 mois après, donc sera effectué sur finalement toute l'année 2020. Ce qui fait donc que sur 267 médecins qui ont été donc randomisés pour participer, donc 149 ont inclus au moins un patient. La première perte justement de médecins généralistes était vraiment due à un certain obstacle à constituer justement la liste des patients, car c'était quand même un travail qui était laborieux. Tout simplement par l'obstacle que nous avons rencontré, qui était que pour déterminer les ALD à inclure, il n'était pas possible d'obtenir une liste rapide par numéro d'ALD, et à chaque fois on était obligé d'aller chercher patient par patient quel était son numéro d'ALD. Donc ce qui fait que malheureusement beaucoup de nos confrères qui étaient pourtant très motivés à participer se sont heurtés à ce premier obstacle. Et voilà, malgré tout, 149 ont effectivement participé avec une moyenne d'âge, vous voyez, moins de 50 ans en moyenne, un tiers d'hommes, un tiers en exercice pluriprofessionnel et pareil, qui appartenaient à une CPTS et quelques-uns qui avaient une infirmière asalée qui pouvaient donc également aider à passer cet appel téléphonique aux personnes fragiles. Et je remercie donc tout particulièrement les coordonnateurs régionaux qui m'ont beaucoup aidé à recruter les médecins généralistes, à les soutenir pendant ces 2 mois d'efforts. Donc merci beaucoup à eux. Et donc, comme vous voyez là, les résultats de CovidQuest donc, sont présentés par population. D'une part, la population donc, des patients cardiovasculaires, avec le groupe intervention qui était donc ceux qui avaient bénéficié de l'appel dès J0, dès le début, et en groupe témoin, ceux qui en avaient bénéficié 1 mois après le début de l'étude. Et donc, comme vous voyez, on a eu donc pas mal donc d'exclusions après de patients non éligibles, en particulier donc les patients qui avaient les 2 ALD, une ALD cardiovasculaire et santé mentale car ils n'étaient pas analysables. Également les patients qui étaient exclus par choix du médecin, c'est-à-dire le médecin qui préférait gérer la situation autrement que à travers l'étude.
ou sinon des personnes qui ne pouvaient pas donner leur consentement libre et éclairé. Et enfin, donc, on a eu d'autres pertes de patients exclus qui n'ont pas pu être joints par justement appel téléphonique. C'était la majorité, et quelques-uns, ça représente un patient sur 8 à 10 à peu près, qui ont refusé donc de participer à l'essai. Et donc, au total, nous avons donc 4724 patients qui ont été analysés dans CoviQuest. Pour ce qui concerne la population cardiovasculaire, comme vous voyez, donc des patients âgés, ça faisait partie du critère d'inclusion. Un peu plus de la moitié d'hommes, avec donc 80% des patients qui ont été appelés par l'étudiant. Pour les 20% autres, c'était soit le médecin généraliste, soit une autre personne du cabinet, comme la secrétaire ou l'assistant médical. Et le délai moyen entre le début de l'étude qui a démarré donc le 30 avril et le premier appel d'intervention a été de 11 jours, parce qu'en fait, souvent, le médecin généraliste profitait de la présence de l'interne au cabinet pour appeler les patients, et ça n'a pas été possible forcément dès le premier jour. Mais on voit quand même que le délai entre l'appel à J0 et à M1 a été respecté, puisque le délai moyen après d'appel entre le début de l'étude et M1 se situait à un peu plus de 45 jours. Et il y avait, ça je l'ai mis quand même aussi dans les résultats parce que c'est important dans l'interprétation ensuite, car vous voyez qu'il y en avait quand même plus de 50%, presque 50% des patients du groupe intervention qui avaient déjà eu une consultation avec leur médecin généraliste depuis le confinement le 17 mars. Donc ça c'est la preuve quand même, je trouve qu'on faisait pas mal notre travail quand même, sans même l'étude. Et dans le groupe témoin, donc là on est à M1, là on avait plus de 80% qui avaient déjà une consultation. L'état de santé était globalement comparable entre les patients du groupe intervention et du groupe témoin. Et un peu moins de la moitié auraient consulté en dehors de l'épidémie, et un tiers des patients dans le groupe intervention, 20% dans le groupe témoin, ont demandé une consultation suite à l'appel. Les symptômes qui étaient en majorité exprimés pour vouloir une consultation, c'était en majorité donc des symptômes généraux selon la CISP2. Et après venaient des motifs plutôt d'ordre ostéo-articulaire, cardiovasculaire, donc pour la population cardiovasculaire à 10%, et après digestif, psychologique et respiratoire. Donc le critère de jugement principal, 65 hospitalisations ont été notées dans le groupe intervention contre 69 dans le groupe témoin, donc pas de différence significative entre les deux groupes. Beaucoup de données manquantes, comme vous pouvez voir, puisqu'il y en a 348. Dans le groupe intervention et 39 dans le groupe témoin. Les causes d'hospitalisation étaient en majorité d'urgence cardiovasculaire dans le groupe témoin et plutôt une autre urgence médicale dans le groupe intervention. Et après, donc, suivaient les autres causes d'hospitalisation. Le détail n'a pas été forcément très important au stade de l'appel, mais sera complété par les données SNDS à 6 mois. En termes de critères de jugement secondaire, 3 décès dans le groupe intervention, aucun dans le groupe témoin, et plus de 40 patients recontactés par leur médecin généraliste après avoir eu le compte-rendu de l'appel qui a été passé par l'étudiant à J0. Concernant la population santé mentale, là on a un âge donc qui est un peu plus bas, de 53 ans en moyenne, avec un tiers des patients qui étaient des hommes. Pareil, une proportion comparable d'appels passés par l'étudiant, et vous voyez des délais comparables aussi en termes d'administration de l'intervention et de recueil du critère de jugement. Des consultations pareilles avec le médecin généraliste à hauteur de 48% dans le groupe intervention au moment où on les appelait, et ça montait à 67% à M1 pour les patients du groupe témoin. Un état de santé comparable aux patients du cardiovasculaire. Et également, donc pareil, presque la moitié des patients qui auraient consulté en l'absence d'épidémie et un bon tiers qui souhaitait une consultation après l'appel. Les symptômes, tout comme les patients cardiovasculaires, étaient en majorité des symptômes généraux, mais tout de suite après suivaient les symptômes d'ordre psychologique, toujours les symptômes ostéo-articulaires, puis digestifs, neurologiques, respiratoires et sociaux.
Le critère de jugement principal pour les patients donc atteints de problèmes de santé mentale, là on avait 27 hospitalisations dans le groupe intervention contre 12 dans le groupe témoin, ce qui revient à une différence très légèrement significative lorsqu'on a juste sur la région, mais qui est interprétée avec précaution puisqu'il y a beaucoup de données manquantes également dans le groupe intervention comme dans le groupe témoin, avec des causes d'hospitalisation qui sont évidemment donc en rapport avec la santé mentale, mais en majorité dans le groupe intervention pour des urgences médicales d'autre ordre et urgences chirurgicales et santé mentale, grand groupe témoin. Nous avons dénombré donc 2 décès dans le groupe intervention et aucun dans le groupe témoin, avec 30% de patients qui ont été recontactés par leur médecin généraliste après l'appel. Donc en conclusion, des résultats certes qui quand même interpellent, parce que c'est vrai qu'on s'attendait, en tout cas, l'hypothèse était vraiment plutôt une diminution des hospitalisations liées à ce coup de fil, et finalement on retrouve une légère augmentation de ces hospitalisations chez les patients atteints de troubles de santé mentale. Mais nous avons hâte maintenant d'avoir les données issues donc du système national des données en santé, où là nous allons recueillir de manière en tout cas exhaustive, nous l'espérons, les données concernant les hospitalisations, mais également les données concernant le recours aux soins et également, donc, que ce soit médicamenteux ou en termes de consultation. Et enfin, donc, l'article est écrit, prêt à soumettre. Il manque juste quelques noms parce que vous verrez, ça fait beaucoup de monde. Je vous remercie tous parce que comme vous voyez, vous étiez nombreux en tant que médecin généraliste. Si jamais parce que les étudiants ils sont pas tous là, j'essaye de récupérer leurs noms, mais je les ai pas tous pour les mettre aussi dans le papier. Donc n'hésitez pas à relancer vos étudiants s'ils m'ont pas écrit un petit mot. Et je remercie également beaucoup donc toute l'équipe de CoviQuest avec donc le CHRU de Tours également pour son soutien financier et logistique. Merci beaucoup. Bonjour, Fabrice Descombes de Chambéry. Je suis MSU. Juste une petite remarque peut-être d'ordre général et puis une petite question. C'est comment vous arrivez à intéresser, j'ai participé à pas toutes ces études, mais à quelques-unes. Comment vous arrivez à intéresser les médecins généralistes en période de crise sans augmenter la charge mentale? Il faudrait peut-être faire une étude sur l'impact de toutes ces sollicitations sur le burn-out des médecins généralistes. Et comment on pourrait le valoriser? Comment on l'imagine? Est-ce que ça pourrait être, enfin bêtement, je vais peut-être mettre les pieds dans le plat, mais valoriser financièrement ou au terme de la ROSP un petit peu, mais moi je trouve ça très intéressant et très pertinent pour l'ouverture d'esprit, pour avoir des données concrètes un peu. C'est vachement riche et merci pour toutes ces études. Mais voilà, comment on peut intéresser nos collègues qui sont noyés, comme nous tous, à participer à des activités de recherche qui sont hyper intéressantes intellectuellement. Voilà, donc est-ce que c'est prévu, est-ce que c'est valorisable? Et merci à vous. Merci beaucoup pour votre question. Moi, j'ai eu beaucoup de chance parce que je suis arrivée au moment où justement beaucoup de mes collègues étaient un petit peu sidérés par ce qui se passait et par la baisse des consultations. Donc c'est clair que dès le départ, au moment où on a lancé l'idée, forcément, on a eu plutôt beaucoup de personnes très motivées, mais en effet qui ont été très vite rattrapées justement par la charge mentale de la reprise, des patients qui revenaient et puis après du déconfinement. Donc c'est vrai qu'on a fait tout le travail très difficile au moment où finalement il y avait un peu de désœuvrement et ça a été finalement assez facile parce que c'était très court dans le temps par rapport justement à ce que tu disais Aline sur le fait qu'après en effet la suite c'était beaucoup plus compliqué parce que il y avait tellement de charges à gérer que c'était beaucoup plus difficile. Donc très clairement pour CoviQuest c'était un facteur chance qui était lié au timing. Et après, pour la valorisation dans la ROSP, à titre très personnel, je suis tout à fait pour. Aussi bien au titre qu'être maître de stage et d'accueillir des étudiants en version pédagogie, je suis tout à fait pour une valorisation aussi du travail de la recherche, donc quelque part d'amener des connaissances pour améliorer notre exercice. Moi, je suis pour. Bonjour, je suis Lise Tecker, je suis médecin remplaçante. Donc j'ai une petite question. Est-ce que vous pensez
que le résultat peut être peut-être en partie expliqué, enfin l'absence de différence montrée, peut être en partie expliqué par le fait qu'il y avait beaucoup de patients exclus. Vous avez expliqué que les médecins voulaient parfois ne pas respecter le protocole et peut-être appeler certains patients plus rapidement. Et c'est vrai que vous avez aussi montré qu'il y avait beaucoup de patients qui avaient déjà consulté le médecin récemment, avant l'appel. Donc finalement, est-ce qu'on ne peut pas penser que les patients qui ont été exclus sont ceux qui n'avaient pas consulté et que peut-être s'ils avaient été inclus, on aurait vu une différence? Enfin, c'est une hypothèse, mais qu'est-ce que vous en pensez? Mais c'était notre hypothèse aussi, donc très bonne hypothèse. Tout à fait, ça fait partie très clairement des hypothèses qui pourraient expliquer cette absence de différence. Certes, donc l'exclusion qui a été choisie par le médecin, mais qui était inévitable parce que sinon, voilà, de toute façon, dans la vraie vie et dans tous les essais, il y a quand même un petit choix du médecin qui ne propose pas forcément aux patients qu'il estime vraiment très fragiles et pas adaptés pour le type d'étude. Donc ça, de toute façon, c'était inévitable. Après, en effet, le fait que, voilà, on prenait quand même des nouvelles de nos patients les plus fragiles. Au moment de commencer l'étude, on avait fait un petit peu, on avait sondé un petit peu notre entourage, et c'est vrai qu'il y en avait certains qui avaient déjà commencé à faire ça, mais avec d'autres critères de sélection, et surtout des patients qui leur venaient en tête spontanément. Et c'est vrai que l'idée quelque part de greffer un protocole de recherche, ça permettait aussi de lever on va dire l'inconfort éthique qui était peut-être de choisir les patients qu'on allait appeler en premier. Là, en fait, on ne choisissait pas, c'était le hasard qui choisissait. Donc, c'était aussi quelque chose qui nous avait séduit dans cette approche. Et après, une autre hypothèse, alors ça a été publié par nos collègues cardiologues qui quand même ont noté pas forcément une augmentation après par exemple le confinement de temps, en tout cas qu'ils auraient entendu d'infarctus du myocarde. Donc il y a quand même une hypothèse qui a été relevée de peut-être une diminution effective du nombre d'infarctus du myocarde qui selon eux pourraient provenir du fait d'avoir été confinés et de ne pas avoir eu beaucoup d'exercices, donc pas beaucoup de situations de découverte quelque part d'un engorge d'effort ou ce genre de choses, et diminution également de pollution, pourquoi pas. Mais en tout cas, vraiment dans cet intervalle très limité des 2 mois après le début du confinement. Merci. Bravo pour la rigueur de ton travail, parce que c'est vraiment très, très rigoureux. Alors, moi, j'ai une question sur le groupe témoin et le 1 mois. Est-ce que le CPP a accepté de constituer un groupe témoin avec 1 mois de retard d'appel? C'est quand même peut-être une expérience là-dessus. Oui. On a beaucoup échangé par rapport à ça. On s'est basé, pour expliquer ce délai, sur justement les premières expériences de médecins qui avaient déjà mis en place ce rappel. On s'est basé sur le nombre de patients en moyenne qui pouvaient appeler en plus de leur activité. Et on arrivait à une moyenne de 3 semaines pour justement ces 100 patients cardiovasculaires et ces 50 patients atteints de santé mentale. Donc, on a tranché sur 1 mois, mais du coup avec cette argumentation finalement du nombre de patients qui avaient appelé, de l'expérience qui avait déjà été notée et de l'activité moyenne qui était notée sur cette période, on était sur un délai qui se justifiait par ces données-là. Donc ils ont finalement accepté en effet ce délai. Bien argumenté, bravo. La deuxième question, c'est sur le résultat négatif chez les patients cardiovasculaires. Je suppose que la puissance était suffisante au regard de l'incidence d'hospitalisation, c'est ça? Vous aviez fait Eh bien, en fait, le calcul de sujet nécessaire, comme en fait on n'avait pas vraiment d'hypothèse de départ, c'est-à-dire que l'hypothèse de départ, certes, on se disait peut-être une diminution d'hospitalisation,
Mais en fait, on n'en avait aucune idée. Il y en avait certains dans le comité scientifique qui disaient, ben oui, ça va diminuer les hospitalisations parce qu'on va régler des choses par des coups de fil, par une consultation après, etc. Et un autre qui disait, mais ça se trouve, ça va peut-être les augmenter parce que justement, ça va être des hospitalisations précoces pour peut-être éviter quelque chose de plus long et plus lourd après. Donc, en l'absence d'hypothèse, en fait, on a fait un calcul de sujets nécessaires pragmatiques qui était plutôt basé sur notre capacité de recrutement de patients, plutôt que justement sur une différence à mettre en évidence. Différence d'ailleurs qu'on n'a pas retrouvé, on n'a pas retrouvé d'éléments pour nous aider dans ce calcul dans la littérature avant de commencer l'essai.